bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Étaline, le laboratoire d'innovation publique de l'État en région Pays de la Loire. Dans l'offre de services d'Étaline, nous nous apprêtons à lancer un incubateur de projets avec un objectif, stimuler l'intrapreneuriat par les agents publics. On cherche à encourager des porteurs de projets en prise avec les réalités, les problématiques de terrain. Et ensuite, l'équipe d'Étaline les accompagnera dans leurs projets. Le profil de l'intrapreneur n'existe pas en fait. Ça peut être n'importe qui dans l'entreprise. Par contre, c'est un état d'esprit. La motivation, ça ne se décrète pas, ça vient d'eux. Et de toute façon, elle est là. Donc, si vous détectez des entrepreneurs, ils sont motivés, ça c'est sûr. Il faut qu'on parle aussi du profil un peu psychologique de l'intrapreneur. Ces gens-là, en général, de toute façon, finir par se révéler. De toute façon, s'ils ne se révèlent pas, en général, ils partent et ils vont faire ailleurs et trouver ce qui leur plaît en innovation et en activité. Et donc, ils travaillaient eux-mêmes à côté, en plus de leurs heures de travail. Ça, c'est clair. Ils étaient investis dans leur idée parce que c'était leur idée. La personne qui a eu l'idée est celle qui, quelque part, éprouve le problème parce que le travail dans sa mission, c'est qu'on ira bien dans les coins. Parce que justement, lui, c'est son job et donc il a bien identifié où est-ce qu'il était les faiblesses, ou comment on pourrait aller encore plus loin et peut-être davantage qu'une équipe un peu hors sol à qui on aurait transmis effectivement un comment pourrions-nous, mais voilà, qui n'est pas praticien. Un de nos slogans chez Betagouv, c'est qu'on recherche plutôt des innovateurs plutôt que des innovations. On recherche des innovateurs plutôt que des innovations. Et c'est assez fort chez nous, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas que des idées, on cherche aussi des personnes pour les porter. Par exemple, une plateforme de dématérialisation des démarches, il en existe 15 sur le marché en fait. Celle qui aujourd'hui est en train de s'imposer, c'est Démarches Simplifiées. C'est aussi parce qu'on a un agent public très opiniâtre qui a su mettre en œuvre et exécuter pour lever toutes les barrières au déploiement de cette solution. L'exécution, il n'y a pas que l'idée, quoi. Enfin, il y a aussi le sujet de l'exécution qui est important. Il faut des gens qui sont extrêmement motivés pour porter à bout de bras des produits numériques qui transforment les choses, donc qui sont difficiles à imposer. Et surtout, Issane, parfois l'idée de départ n'est pas l'idée d'arrivée, en fait, ça twiste sans cesse. C'est vrai, donc, aussi. En fait, qui ne peut le faire que celui qui la développe et qui la twiste en permanence. La manière dont on conçoit le programme, c'est qu'on a vraiment 3 principes qui sont des principes assez forts chez Betagouv au sein de l'administration. Le premier, c'est qu'on met toujours les besoins des utilisatrices et des utilisateurs de nos services en priorité, notamment par rapport aux besoins de l'administration. Donc, c'est quelque chose d'assez fort quand on travaille avec les administrations publiques. C'est quelque chose que l'administration n'avait pas l'habitude de faire, une posture que l'administration n'avait pas forcément l'habitude d'avoir. Par ailleurs, on ne fait pas de cahier des charges. On n'a pas de plan précis de ce à quoi va ressembler le service numérique qu'on va développer. On a seulement un objectif d'impact. Par exemple, Démarches Simplifiées n'a jamais eu de feuille de route. C'est-à-dire que c'est l'équipe à qui on a fait confiance, et c'est le troisième principe de notre programme, qui a petit à petit fait évoluer le service en fonction des retours des utilisateurs pour faire ce que vous connaissez aujourd'hui comme un service de démarche simplifiée qui opère plusieurs millions de dossiers dématérialisés à ce jour. Alors nous, si on prend vraiment le sujet de l'usure professionnelle, c'était un sujet qui était vraiment qui est un peu en ligne de mire et qui fait partie des objectifs de la collectivité. On a vraiment, donc en fait, ça a été facile de porter ce sujet-là en disant oui, il faut vraiment qu'on avance. Après, le pas de côté, c'était vraiment de se dire est-ce qu'on ne peut pas faire de manière un peu différente qu'une solution classique, de dire bon, ok, on va doubler les équipements de nos agents et au final, ce n'était pas vraiment la solution parce que c'est des équipements qui ne sont pas forcément utilisés. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, bon, peut-être qu'on a moyen, en l'état actuel, de faire autrement que ce qu'on fait habituellement.
Et en fait, ça donne des solutions qui sont en effet différentes de ce que l'on peut porter. Adresser le problème différemment. Voilà, d'adresser le problème différemment. Maintenant, c'est vrai que ça ne vient pas forcément en plus. Faut que on ne peut pas travailler sur des sujets qui sont un peu hors sol. Donc, il faut que ça accompagne quand même une politique d'entreprise et de collectivité. Et par contre, je pense que ça s'entend si on est dans une logique d'une recherche de ce que veut faire la collectivité. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller porter ces sujets-là. C'est difficile d'aller vendre un sujet hors sol. Vraiment, on n'est pas du tout dans les clous ni dans les objectifs. Et par contre, si on arrive à indiquer que ça va aider à apporter des choses, je pense que c'est plus facile à vendre nos projets. Alors nous, la condition d'entrée dans le programme, elle est triple. C'est-à-dire qu'on recherche des bons problèmes, donc des problèmes qui ont été confirmés sur le terrain, qui touchent de préférence un grand nombre de personnes, que ce soit des agents publics ou des citoyennes, des citoyens, des associations ou des entreprises. On cherche un bon entrepreneur ou une bonne entrepreneuse, donc quelqu'un qui connaît le sujet, qui est passionné par le sujet, qui a envie de le résoudre et qui est prêt ou prête à être mentoré et accompagné pour acquérir les compétences nécessaires d'un point de vue numérique. Et on cherche, la troisième condition, c'est le sponsor ou la sponsor. Donc, c'est l'administration ou la directrice ou le directeur d'administration qui a compris l'approche, qui a compris que on allait faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire au sein de l'administration, qui a envie de soutenir la démarche et qui a envie de financer la démarche. Encore une fois, il y a la notion de mission de service public, donc il faut être efficace en quantité, en qualité, d'une certaine manière. Et puis, bien sûr, on parle de typologie de projet. Dans la stratégie de Banque de France, il y a aussi les enjeux de développement durable, donc des défis liés au développement durable. Et notamment pour décarboner et pouvoir mesurer cette décarbonation dans nos pratiques collaborateurs, mais aussi dans la pratique de la Banque centrale, parce qu'elle veut être exemplaire en la matière. Et donc, ces sujets-là sont très prégnants aujourd'hui autour de la RSE, qui est vraiment un axe stratégique fort et qui touche, je dirais, les parties internes et externes. On ne les a pas sollicités énormément en termes de temps, on ne les a pas détachés. Nous, on les a accaparés que 2 jours par mois, voilà, par demi-journée. Donc, c'était assez light. On avait des profils vraiment très, très différents dans les étudiants. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que chacun avait sa partie et sa vision des choses. Et de mixer tout ça, en fait, ça donne quelque chose de... On a vraiment traité tous les aspects du sujet, du RGPD jusqu'au réglementaire, jusqu'au juridique, le technique, et ça donne vraiment une vision 360 de la solution. Et on n'a pas toujours été d'accord, mais en tout cas, ça a été dans le bon sens et on n'a pas eu de questions pièges à laquelle on ne savait pas répondre. Et ça, je pense que c'est important aussi de montrer qu'on a cadré le sujet sur tous les aspects et que finalement, la phase d'étude et du problème est vraiment hyper important. On avait des gens qui étaient des experts du terrain, on avait des gens des RH, on avait des gens qui étaient plutôt dans l'informatique. Voilà, donc ça, c'est super important. Pour à mon avis, c'était une des clés de la réussite de notre dispositif et aussi d'aller vite. Parce que je pense que quand on s'attarde, quand on se dit il faut que tout soit parfait, ça devient lourd, ça ennuie au final tout le monde. Et puis vaut mieux se lancer, commencer. Et ça sera pas parfait la première fois, mais au bout de quelques saisons, de toute façon les choses se sont affinées. Le tout c'est de se lancer. Il vaut mieux avoir une équipe pluridisciplinaire avec toutes les compétences qu'il faut pour avancer que de dépendre de différents prestataires, différents intermédiaires, etc., etc. Quand on lance un service numérique, on essaye vraiment d'avoir des équipes intégrées qui travaillent ensemble, sans intermédiaire, et où on n'a pas, par exemple, de distinction entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Enfin, c'est la même équipe qui pense et qui fait.
ce qui permet d'avoir des équipes extrêmement engagées, extrêmement motivées, et des équipes où il y a peu de coûts de coordination. Bien sûr, il y a cette fameuse équipe pluridisciplinaire. Je constate qu'elle existe partout. Mais surtout, on vient s'inspirer, se nourrir et consolider des expertises qu'on n'a pas forcément d'ailleurs pour accélérer le déploiement. Et donc, le lab invite régulièrement, c'est un espace d'accueil véritablement. Très régulièrement, on a dû pitcher à différents temps de l'expérience devant un comité des engagements stratégiques. Donc, un jury qui est composé à la base de celui qui a commandé. Alors, qui est celui? C'est une direction générale ou c'est une direction métier, mais tout un autre panel d'experts qui ont un intérêt ou pas à suivre ce projet. Et donc, le pitcher pour aller chercher l'enveloppe supplémentaire, justement, pour poursuivre le développement des fonctionnalités et à un moment donné, passer ensuite de l'XP au projet. Mais en tout cas, voilà, des temps très, très cadencés pour vérifier l'avancement, vérifier qu'effectivement, on ne se trompe pas, qu'on a bien formaté le problème et que la solution y répond, et donc régulièrement mise à l'épreuve face à ce comité des engagements stratégiques. Alors effectivement, je pense qu'on a des organisations qui ne sont pas complètement jumelles, mais qui sont très ressemblantes. Et pour que ça fonctionne, au-delà des outils et des espaces, il faut la culture et la posture. Et j'en parlais tout à l'heure en disant, effectivement, le premier pré-incubateur, c'est finalement les sponsors et les managers. Et donc, déployer cette capacité, cette autorisation à réfléchir, à pousser des idées déjà dans l'équipe, dans le service, et que ce soit OK, que ça soit quelque chose qui fasse partie finalement de l'ADN des services. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce que voilà, nous sommes des organisations qui avons un certain âge, une certaine culture, un poids de la culture, et donc on ne fait pas le pivot aussi facilement, y compris pour les équipes qui ont été plutôt acculturées à être voilà, dans un déploiement de feuilles de route et pas forcément associées de manière aussi ouverte sur comment on pourrait résoudre ça, comment on pourrait imaginer ça. Donc ça veut dire qu'il faut quelque part distiller ça. Et c'est à la main de tout manager dans un service, dans sa sphère d'influence en tout cas, de distiller cette possibilité-là. Et en acculturant de cette manière, effectivement, les outils qu'on peut mettre ensuite en place, que sont des incubateurs, des plateformes, viennent assez naturellement. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment, effectivement, que petit à petit, on autorise ces équipes à produire des idées. Ce qu'on a constaté, c'est que les services numériques qui ont vraiment fonctionné chez nous, c'est ceux qui ont bénéficié d'une zone d'autonomie, qui ont permis aux agents publics entrepreneurs de travailler sans subir en quelque sorte les process de l'administration classique, les circuits de validation habituels, les contraintes techniques habituelles, notamment en termes d'infrastructure, etc., etc. En fait, on va cranter un niveau au-dessus pour aller chercher une direction transversale qui gère. Donc, on va essayer de porter ce projet-là auprès d'eux. Et c'est vrai qu'après beaucoup de réflexions qu'on a eues, nous, je pense qu'il va falloir qu'on aille chercher des sponsors à l'externe. On n'est pas les seules collectivités touchées par ces sujets-là. On n'est pas non plus, on en a discuté avec Enedis, pour ne pas les nommer, qui sont aussi sur ces sujets-là. Et il n'y a pas de raison qu'en fait, que ces solutions-là ne soient pas portées à plusieurs et qui peuvent intéresser beaucoup d'autres. Et on peut partager des développements, partager des financements. Donc nous, on est plutôt sur le volet s'étendre et partager avec l'extérieur. Quand on présente les apports que ça peut avoir pour le collaborateur, pour l'entreprise, pour l'entité qui porte ce sujet, un manager qui dirait non, pourquoi? Il n'y a aucune raison. Donc, il y a l'éternel blocage de dire je perds du temps, homme ou femme, c'est ça. Projet. Comment je fais la compensation? C'est là qu'est la négociation. Voilà. Mais les apports, ils sont là. Donc après, si on n'est pas trop gourmand, ça passe.
Alors déjà, effectivement, leur donner une chance d'être identifiés, c'est le premier pas. Donc, ça peut passer par une cellule qui s'appelle un lab, un incubateur. Mais je dirais que, là, c'est le manager qui va parler. Le premier pré-incubateur, finalement, sont les yeux et les oreilles de ces managers qui vont être en capacité de voir, d'observer les attitudes, finalement, de leurs équipes. Certains, très naturellement, vont porter des idées sans qu'il y ait d'incubateur, sans qu'il y ait de plateforme. Ils sont reconnaissables et peut-être même ils vont s'identifier tout seuls. Donc ça, c'est une première chose, c'est que ces managers soient attentifs finalement à ce qui se passe tout près d'eux, auprès des équipes. Et donc, le moyen de les valoriser, finalement, c'est effectivement à travers des outils ensuite qui sont mis en place, de pouvoir produire ces idées. C'est vrai que là, lorsque les idées, les appels à projets sont lancés, très concrètement, on bypass toutes les hiérarchies. C'est vraiment un appel très général. Ensuite, ce qui va se jouer, c'est une négociation. Pour que le candidat, le lauréat d'une idée qui est retenue, soit dégagé partiellement ou pas pour aller instruire ce projet. Donc, la reconnaissance, c'est effectivement peut-être à travers aussi le niveau d'engagement de ce collaborateur ou de cette équipe. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément envie d'être dans cette posture d'intrapreneur ultime où on va jusqu'à prototyper, pitcher, etc. On peut simplement être un apporteur d'idées. Et ce qui en soi est déjà très bien parce que ça veut dire qu'on met les équipes dans une posture qui est différente de d'habitude. Vous êtes aussi là pour finalement apporter des solutions ou en tout cas poser le doigt sur des choses qui ne fonctionnent pas ou dehors ou dedans. Et puis, une fois qu'on a un peu qualifié ce profil-là, eh bien, de pouvoir lui offrir, et ça c'est à géométrie variable, le degré d'engagement qu'il va pouvoir mettre en place. Donc, en tout cas, les identifier, les reconnaître et les accompagner pour pouvoir produire finalement ce projet. Les agents, pour en connaître certains, il n'y en a pas un qui est sorti de ce dispositif comme il était au départ. Beaucoup, il y en a même un qui s'est reconverti. Donc, beaucoup ont changé de voie. Donc là, niveau transformation managériale, on a au moins atteint cet objectif-là, c'est sûr. Ce qu'il faut, et ce que j'avais pas forcément en tête, c'est que l'innovation, c'est aussi une démarche. Et qu'on ne peut pas se dire, bah, tiens, ça y est, je vais innover sans forcément avoir de méthodo. Et en fait, dans le cadre d'un programme comme Disrupt, on apprend cette méthode-là. Et en ça, je pense que c'est quelque chose qui est reproductible sur l'ensemble de nos projets. C'est-à-dire le contact, les parcours utilisateurs, être en contact avec les utilisateurs, le fait d'avoir beaucoup plus de retours, ça, c'est des choses qu'on peut appliquer un peu à l'infini sur tous les projets qu'on rencontre pour éviter le fait de ne pas tout de suite partir sur la solution. C'est quelque chose qui va se retrouver sur tous les projets qu'on mène et qu'il faut qu'on mette en place. On a l'impression de beaucoup solliciter nos utilisateurs quand on met en place des solutions, mais pas tant que ça en fait. Finalement, on les laisse pas suffisamment s'exprimer. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on échange en fait un peu plus sur tous nos projets pour les systématiser. Je pense que l'écueil principal à éviter dans le passage à l'échelle, c'est de vouloir aller trop vite, c'est-à-dire de vouloir déployer au national avant d'avoir prouvé que le service numérique tel qu'il était en ligne, le service au sens large, pas nécessairement numérique, arrivait à répondre effectivement aux besoins des utilisateurs. Une fois qu'on a validé ça, c'est là où on peut commencer un déploiement progressif. Et la raison de tout ça, c'est que derrière tout service, numérique ou pas d'ailleurs, il y a une équipe. Et cette équipe, elle est capable de traiter un certain nombre de demandes. À partir d'un moment, le passage à échelle précipité peut réduire la qualité du service s'il n'a pas été préparé, si les process de l'équipe n'ont pas été mis en place, si les automatisations nécessaires à la gestion du passage à l'échelle ou à la gestion du support utilisateur n'ont pas été mises en place. C'est rare d'avoir un service qui s'adresse à des centaines de milliers ou à des millions de personnes qui soit parfait dès le premier jour.
Et donc, ce qu'on préconise, c'est d'expérimenter sur un petit périmètre avant de déployer progressivement.